Bonjour à toutes et à tous. Donc, on est très heureux de s'associer à l'organisation de ce webinaire sur une thématique qui est extrêmement d'actualité. Comment rénover la RSE? La RSE, responsabilité sociétale des entreprises, une discipline, un enjeu, un sujet qui a émergé il y a quelques décennies maintenant et qui devient une réalité, un enjeu concret pour le développement et le fonctionnement de l'ensemble de l'économie, que ce soit en France et dans le monde. Alors, on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir deux intervenants de renom, hein. D'une part, Cécile Renoir, donc tu es toi diplômée de l'ESSEC, titulaire d'une licence canonique de théologie et puis d'un doctorat en philosophie politique que tu as fait à l'ES. Aujourd'hui, tu es professeur de philosophie au Centre Sèvres, tu enseignes aussi à l'École des Mines de Paris, à l'ESSEC, à Sciences Po, et tu diriges un programme de recherche CODEV, entreprise et développement. Tu as écrit un certain nombre de livres, dont un que tu vas nous présenter juste après, et puis tu es également membre du conseil scientifique de la Fondation pour la Nature et l'Homme, et également administratrice de l'AFD. C'était fini. Tu étais administratrice. Et nous accueillons aussi donc Swan Baumier. Toi, tu es ingénieur et docteur en sciences politiques à Sciences Po Paris. Et puis également, donc tu enseignes à Sciences Po Paris à l'ICP et tu es également chargé de plaidoyer sur la régulation des entreprises multinationales dans une ONG française. Et donc vous avez coécrit tous les deux un livre que vous allez nous présenter dans une première partie de ce webinaire, hein. Un livre qui s'intitule L'entreprise comme commun, qui a été d'ailleurs préfacé par Gaël Giraud. Et puis dans un deuxième temps de ce webinaire, Cécile, tu vas nous présenter une initiative un peu innovante, hein, que tu as appelée le campus de la transition. Et donc tu nous présenteras un peu plus précisément cette initiative. Pendant ces deux parties, donc vous êtes invités les uns et les autres qui nous écoutent euh, à poser vos questions dans le petit chat box que vous avez en bas à droite de vos écrans, et ce qui nous permettra de les poser à nos intervenants à la fin de leurs interventions. Alors pour démarrer, présentation du livre L'entreprise comme commun, donc un livre qui a été publié assez récemment. Peut-être que vous pouvez nous dire, Swan et Cécile, alors pourquoi ce livre, qu'est-ce qu'il contient et aujourd'hui quelle perspective ça peut ouvrir sur l'entreprise que vous définissez comme commun. Merci Sylvain et bonjour à tous et à toutes. Alors je vais faire une introduction et puis je laisserai la parole à Swan pour détailler le contenu et la perspective développée dans le livre. Peut-être pour démarrer sur le titre qui peut sonner un peu bizarrement pour certains sûrement, l'entreprise comme commun. Je crois que la notion de commun, nous l'avons prise d'une triple manière et elle est vraiment à articuler avec les enjeux, je pense, qui préoccupent ceux qui nous écoutent autour des enjeux de responsabilité sociale, sociétale de l'entreprise. L'idée étant de regarder comment l'entreprise, les entreprises sont au service de projets économiques, eux-mêmes cohérents avec les projets de société qui nous permettent de ne pas aller droit dans le mur, c'est-à-dire de respecter les écosystèmes, la nature, de travailler à plus d'équité sociale. Alors, nous aimons mieux parler de responsabilité au pluriel de l'entreprise que de responsabilité sociétale, et on va s'en expliquer tout à l'heure, parce que ça nous semble très important d'articuler les différentes logiques qui traversent l'activité de l'entreprise et de faire droit d'emblée à la question du partage de la valeur économique et financière. Alors, juste un mot sur la notion de commun, parce qu'elle est vraiment articulée avec ce que je viens d'évoquer, de cette perspective globale. On a pris la notion de commun, alors en référence à l'approche des communs qui a été développée depuis une trentaine ou une quarantaine d'années et qui a peut-être eu un peu plus de reconnaissance depuis une dizaine d'années avec le prix Nobel d'économie accordé à la politologue Elinor Ostrom, qui a travaillé sur la question de la gestion, de la préservation des communs au sens des communs fonciers, des ressources halieutiques, des poissons, dans des zones bien identifiées, en regardant si et comment
la gestion collective dans une communauté donnée peut permettre d'assurer la pérennité de la ressource. Et voilà, ça c'était le point de départ d'une réflexion beaucoup plus ample sur les communs. Alors, on peut, de façon un peu simplificatrice, dire que cette notion de commun, au pluriel, elle se rapproche quand même de la notion de biens communs et de biens communs mondiaux. Les biens communs mondiaux étant finalement ceux à quoi toute personne humaine devrait pouvoir avoir accès. Et alors les économistes parfois ont voulu distinguer des catégories de biens en disant il y a des biens publics gérés par les collectivités publiques, il y a des biens privés, voilà, privés au sens de posséder individuellement ou gérés par des entreprises privées. Et puis la démarche sur les communs, est-ce que j'évoquais là des travaux notamment d'Elinor Ostrom avec des équipes diverses, montrer comment au fond il y a aussi une administration en commun de biens, de ressources, et avec une question subsidiaire qui est de savoir si il y a une propriété privée ou publique de ces ressources, mais au fond, c'est finalement la première chose, c'est de regarder comment des personnes s'organisent entre elles pour pouvoir gérer des ressources, des biens, des services ensemble. Et c'est évidemment, ça nous rapproche de la question de l'entreprise comme commun, c'est finalement comment l'entreprise va être au service de la pérennité de ces biens communs mondiaux, ces biens dont on estime aujourd'hui, et on pourrait parler peut-être des ODD, de ce qui est défini par les ODD, comment toute personne humaine devrait pouvoir avoir accès à des biens et services de base, à la capacité d'élever, de participer aux décisions qui la concernent, d'avoir accès à un futur dans des conditions décentes. Voilà. Alors tout ça fait que l'entreprise, avec d'autres acteurs, est concernée par cette recherche de la préservation, du développement des biens communs mondiaux. Et on pourrait dire que ça a à voir quand même aussi avec une notion de bien commun au singulier. Alors pas au sens où on aurait une idée figée de ce qu'est le bien commun une fois pour toutes, mais au sens de ce qui nous oriente collectivement vers des vies désirables où il fait bon vivre ensemble. Ce qui suppose une démarche, ce qu'on appelait nous une démarche d'interprétation et d'action collective pour pouvoir créer, répartir et utiliser des biens ou des ressources au service du lien social et écologique. Alors ça fait, j'espère que c'est pas trop jargonneux, mais c'est pour dire, voilà, interpréter collectivement, c'est-à-dire donner du sens ensemble à ce que nous voulons vivre, à ce que nous cherchons comme projet collectif, et puis voir comment tout ça, ça suppose une réflexion sur la création, la répartition et l'utilisation de biens ou de ressources en commun, c'est-à-dire ensemble, de façon démocratique, comme citoyens actifs dans des sociétés diverses, au service du lien social et écologique. C'est bien l'horizon vers lequel nous voulons tendre. Voilà. Alors je laisse tout de suite la parole à Swan pour reprendre ce que ça engage comme réflexion du point de vue de la responsabilité sociale et sociétale des entreprises. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être là pour vous présenter plus en détail avec Cécile ce que nous avons cherché à développer dans cet ouvrage. Alors notre réflexion part de, je ne sais pas si vous voyez le PowerPoint, mais normalement oui. Donc notre réflexion part du constat que quand on parle de RSE, et c'est pour ça qu'on veut aller notamment au-delà de la RSE parce que c'est un terme qui est extrêmement miné, c'est que on a plusieurs façons d'appréhender et de comprendre ce concept. Depuis les années 70, en gros, avec Milton Friedman et jusqu'au tournant des années 2000, on a deux grandes conceptions de la responsabilité des entreprises qui ont prévalu. Une conception philanthropique qui, en gros, est la définition que donne Milton Friedman, c'est-à-dire la responsabilité de l'entreprise se bornerait à maximiser son profit en respectant les lois locales. Et donc ensuite, et une autre perspective qui a émergé dans les années 80 avec Freeman, notamment sur les parties prenantes, où l'idée serait que la RSE, donc la responsabilité de l'entreprise, se bornerait à faire en sorte de répondre aux critiques les plus virulentes qui sont adressées à l'entreprise dans une vision souvent de gestion du risque et donc de réponse à la critique. Ces deux perspectives philanthropiques et managériales considèrent donc que la responsabilité de l'entreprise se bornerait à respecter les lois locales et
à répondre ou bien aux soucis éthiques des dirigeants des entreprises ou bien à leur intérêt économique bien compris. Dans une perspective souvent gagnant-gagnant, avec l'idée donc qu'il y aurait un business case à faire sur ce que c'est que la responsabilité. Et au tournant des années 2000, on a eu, face au fait que ces deux conceptions-là de la responsabilité ne permettaient pas du tout de répondre aux scandales sociaux, économiques et environnementaux qui faisaient la une des journaux, on a une autre perspective qui a vraiment pris le dessus et qui maintenant fait consensus, qui est la troisième perspective qu'on appelle la perspective d'impact. Et s'il fallait donner un moment historique au moment où la RSE a été redéfinie en tant que gestion des impacts par une entreprise de ses impacts donc sociaux, économiques et environnementaux sur l'ensemble de sa chaîne de valeur, ce serait 2008 avec la publication par John Ruggie d'un cadre à l'ONU protéger, respecter et remédier. Et ensuite, en 2011, de façon beaucoup plus forte, avec l'adoption à l'ONU des principes directeurs des Nations Unies sur les entreprises et les droits humains, et la redéfinition, par exemple, par la Commission européenne de ce que c'est que la RSE, et la mise à jour, en gros, des principes directeur de l'OCDE sur les entreprises multinationales. Et dans tous ces textes, et aussi à l'OIT avec la déclaration tripartite, dans tous ces textes internationaux, en 2011, est reconnu le fait que la responsabilité de l'entreprise est de gérer ses impacts sociaux, économiques et environnementaux de son activité tout au long de la chaîne de valeur. Donc on passe d'une perspective volontaire de gestion du risque ou de considérations éthiques qui peuvent être hors du business de l'entreprise à une réelle prise en compte de ce qui fait le cœur de métier de l'entreprise et de la façon dont elle va gérer son impact sur son environnement et son écosystème. Et donc ça, aujourd'hui, fait consensus au niveau international et on verra ensuite que ça se décline dans tout un tas de lois, règlements, débats portés par des ONG, des mouvements sociaux, etc. Et ensuite, la dernière perspective qui aujourd'hui est celle que nous portons parce que on voit que c'est cette perspective-là qui maintenant est poussée par les ONG, les mouvements sociaux, un certain nombre d'organisations internationales et un certain nombre aussi de lois au niveau national ou réglementaire européen ou international, c'est la perspective citoyenne. Et cette perspective citoyenne, elle considère que la responsabilité de l'entreprise est à la fois une mission pour le modèle de développement qu'elle va promouvoir, mais aussi une imputabilité, donc une imputation de ses impacts sur la société. Et donc on a 4 grandes responsabilités qui sont, si vous le voyez là très rapidement, ensuite je vais les décliner de façon rapide, mais pour en connaître tous les détails, il faudrait donc parcourir le livre. C'est la responsabilité économique et financière, une responsabilité sociale qui va s'interroger à l'impact sur la chaîne de valeur et les travailleurs, une responsabilité sociale et environnementale qui va s'interroger sur la façon dont l'entreprise peut et doit réfléchir à ne pas nuire à son écosystème, et enfin une responsabilité politique qui est de se demander comment l'entreprise doit se mettre au service et doit travailler en vue d'un bien commun qui donc dépasse ses seuls intérêts. Et là-dedans, les perspectives philanthropiques sont considérées de façon circonstancielle hors d'un cadre de la responsabilité de l'entreprise, puisque c'est quelque chose qui vient en plus, mais qui n'est pas directement lié à son cœur de métier. Alors, s'il fallait rapidement brosser un peu ce que l'on entend par cette perspective citoyenne, ce que nous cherchons à montrer dans le livre, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle d'une entreprise responsable, on a tout un tas de cadres normatifs et de débats qui sont portés par la société civile, par des mouvements sociaux et qui sont aussi traduits de plus en plus dans du droit sur des problématiques donc économiques, sociales, sociétales et environnementales. Tout d'abord, pour nous, et ça c'est souvent quelque chose qui n'est pas forcément mis en avant par les entreprises elles-mêmes, la première responsabilité d'une entreprise, c'est de se demander si si son cœur de métier contribue ou non à un meilleur bien vivre. Donc c'est s'interroger par exemple sur l'entreprise et sa fonction, et là-dedans, même si les débats en cours à l'Assemblée nationale française sur la loi Pacte sont bien en deçà de ce qu'il faudrait faire,
Ça veut dire s'interroger sur la mission de l'entreprise et aussi s'interroger sur ses critères d'investissement. On voit aujourd'hui, par exemple, avec les mouvements de désinvestissement sur les énergies fossiles, avec les mouvements sociaux portés notamment par 350.org, que se pose la question de savoir s'il est bon de continuer à investir dans les énergies fossiles et dans leur extraction. Ensuite, si on se demande quels sont les critères que se donnent les entreprises pour savoir si un investissement va être rentable ou pas, se posent toutes les questions de comptabilité, donc de savoir si aujourd'hui, quand une entreprise dit faire du profit, elle a bien pris en compte le coût social et environnemental que son activité représente pour la collectivité, et donc de savoir à quel point les externalités négatives sont intégrées ou pas. Ensuite, la responsabilité économique et financière, si on pense à l'entreprise comme devant participer à un bien commun qui la dépasse très largement, c'est de savoir comment elle va répartir la valeur. Et donc ça implique deux grandes choses qui sont d'abord les questions de fiscalité, d'évasion fiscale et autres mécanismes par lesquels les entreprises contribuent ou non financièrement au développement des pays dans lesquels elles opèrent. Et ensuite la politique salariale et donc la façon dont la valeur est répartie au sein d'une entreprise et également vis-à-vis de ses sous-traitants et de ses chaînes de valeur mondiales. Donc ça nous amène, en parlant de chaîne de valeur, à la responsabilité sociale, où on va s'intéresser à la façon dont les entreprises gèrent et perçoivent leurs responsabilités vis-à-vis de leurs employés en nom propre, mais aussi vis-à-vis de tous les systèmes de sous-traitance et leur chaîne de valeur plus largement, et donc de savoir la place qui est donnée au dialogue social, aux syndicats internationaux, puisqu'aujourd'hui on a plus de 60% donc du commerce international qui est un commerce intra-firme. Et donc s'il y a une chose qui caractérise l'économie contemporaine, c'est bien cet éclatement des chaînes de valeur dans le monde entier, avec des grandes questions qui se posent sur un dialogue social qui serait exclusivement réservé aux employés qui détiennent en gros une fiche de paie et un contrat de travail de la dite entreprise, ou de comprendre la responsabilité sociale d'une entreprise comme vis-à-vis de toutes les personnes qui sont impliquées dans la production des biens et des services qui sont ensuite vendus. Ce qui pose bien évidemment toutes les questions de chaîne de valeur et de responsabilité des maisons mères et qui, donc là-dessus, nous permet de également se pencher sur toutes les questions relatives à la loi de devoir de vigilance et à la façon dont aujourd'hui les entreprises transnationales sont redevables de leurs activités et des impacts que leurs sous-traitants ont sur les communautés. Et là-dessus, donc, on en arrive à la responsabilité sociétale et environnementale, où on aborde tous les thèmes justement développés par John Ruggie à partir de 2008 et qui donc aujourd'hui ont donné lieu à tous ces textes que j'évoquais plus en avant en 2011, avec la création de nouvelles responsabilités ancrées en droit contraignant. Par exemple, le traité qui est en ce moment en négociation à l'ONU sur les entreprises transnationales et les droits humains montre qu'on a une réelle volonté internationale de nombreux mouvements sociaux et pays à ce que on puisse rendre les entreprises redevables devant des instances judiciaires ou non judiciaires de leurs impacts sur la société. Et donc, si on voit qu'aujourd'hui, on a toutes ces initiatives qui sont poussées par des acteurs civils ou étatiques pour une meilleure prise en compte de la responsabilité, c'est parce que l'on voit, et c'est là notre grande proposition qu'on développe dans le chapitre 4 sur la responsabilité politique, on voit qu'on a beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui prétendent à la propriété sur l'entreprise. Les États, les employés, les syndicats, les collectivités territoriales, les communautés impactées, les consommateurs prétendent tous contrôler l'entreprise, ou en tout cas lui demandent tous et toutes des comptes et une transparence accrue afin de comprendre ce pourquoi une entreprise travaille. Et c'est pour ça que nous parlons d'une entreprise comme un commun, puisqu'il s'agit pour l'entreprise de savoir définir son activité au vu de ces diverses attentes de parties prenantes extrêmement variées, et surtout cela va au-delà de la perspective de juste gestion du risque, puisque l'entreprise ne doit pas seulement être redevable, mais aussi s'interroger sur la façon
dont un plancher social et environnemental va lui être imposé pour qu'elle participe à la protection ou à minima qu'elle ne nuise pas à deux biens communs mondiaux qui nous semblent essentiels, un bien commun immatériel, ce qu'on appelle immatériel, qui est l'idéal démocratique. Et là-dessus, ça veut dire que l'entreprise doit agir dans un cadre qui lui est imposé ou comme par des lois nationales ou internationales, ou qu'elle doit s'imposer lorsque un consensus international n'est pas trouvé sur ces questions, sur des enjeux de lobbying, puisque le lobbying met la légitimité du processus démocratique en jeu, sur les enjeux d'arbitrage investisseurs-États qui remettent en cause la souveraineté des États et le principe d'autodétermination des peuples à disposer d'eux-mêmes, et les enjeux de corruption qui détruisent le lien social. Donc ça, ce sont le lobbying, l'arbitrage investisseur-État et la corruption sont trois thématiques qui doivent absolument encadrer l'activité des entreprises. Et ensuite, un deuxième grand bien commun mondial qui doit cadrer le secteur d'activité des entreprises, c'est ce qu'on appelle les biens communs mondiaux matériels, par exemple le climat, la biodiversité et la gestion des ressources naturelles, avec donc l'idée que si l'entreprise a une responsabilité, et je terminerai là-dessus, c'est de savoir comment elle peut en commun contribuer à la production des biens et services élémentaires qui vont permettre l'émancipation de toutes et tous sur la planète et tout au long des générations. Et pour assurer que donc elle participe à un bien commun, elle doit se fixer ou elles doivent lui être fixées par les États et les citoyens deux grandes bornes que sont la protection des biens communs mondiaux immatériels et matériels qui sont les garants d'un bien commun à plus long terme et du développement et de l'émancipation de chacun. Merci beaucoup pour cette présentation synthétique d'un livre qui est évidemment très, très dense et très intéressant. Peut-être un mot de conclusion sur la présentation du livre ou on passe tout de suite à la présentation du campus? Les questions? Il y a peut-être des questions? Alors, on va voir s'il y a des questions tout de suite. Alors, effectivement, on a déjà plusieurs questions. Alors, la première, Swan, c'est vrai, tu as parlé de la loi Pacte. Est-ce qu'elle va changer les choses? Alors, là-dessus, je vous invite à voir déjà tout ce qui se discute dans les ONG françaises qui justement permettent d'avoir ou dans les syndicats qui publient un certain nombre d'analyses, notamment au sein du Forum citoyen pour la RSE. Mais ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que depuis un an, donc le gouvernement a beaucoup parlé de cette loi Pacte comme une loi qui allait redéfinir le capitalisme français et redéfinir la définition de l'entreprise au vu des enjeux du XXIe siècle, notamment en s'attaquant à la définition de l'entreprise dans le Code civil, et donc dans deux articles qui sont les articles 1832 et 1833 du Code civil qui définissent ce que c'est que l'entreprise dans le modèle économique français. La société commerciale. Qui est en définissant la société commerciale. Et ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est qu'après un an de grandes annonces là-dessus, le gouvernement et les parlementaires, pour l'instant, ne souhaitent pas remettre en cause la quête du profit comme seul horizon que se fixeraient les entreprises. Donc, c'est-à-dire que pour l'instant, la visée pécuniaire de maximisation du profit reste dans la loi la seule chose qui est reconnue. Et surtout, le gouvernement apporte un changement en disant que désormais les entreprises doivent prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux. Mais c'est une définition qui se veut vague et que d'ailleurs le gouvernement reconnaît comme telle en disant que l'impact juridique de cette nouvelle disposition est nul ou extrêmement limité, alors même que nous demandons à ce que ce qui fait aujourd'hui déjà partie intégrante du droit français grâce à la loi devoir de vigilance devrait être intégré en disant que les entreprises doivent maintenant prendre en compte les conséquences sociales et environnementales de leur activité, et cela tout au long de la chaîne de valeur, ce qui permettrait de réellement poser un cadre et des attentes, un cadre juridique clair sur ce que l'État et les citoyens attendent de l'entreprise, c'est-à-dire
mettre en adéquation le code civil avec la vision de la responsabilité des entreprises qui est celle de la gestion de ces impacts. Sylvain Renoir. Oui, juste préciser peut-être que ce qui est quand même intéressant, c'est de voir qu'il y a eu un effort pour inclure dans la définition de la société commerciale ce que on appelait les enjeux sociaux et environnementaux, comme tu le mentionnais. Je relis juste ce qui, en principe, va être discuté. C'est donc un article 1833 du Code civil qui serait revu de la manière suivante en disant la société est gérée dans son intérêt social et en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Alors, le rapport Sénart-Nota, qui a été le prélude à l'élaboration de la loi, il proposait de parler d'intérêt propre, qui serait différent de l'intérêt social. Bon, finalement, ce qui a été retenu, c'est la notion d'intérêt social, et tout ceci pouvant être lié à l'idée d'une raison d'être de l'entreprise, c'est-à-dire le ministère des Finances commentait en disant c'est le projet de long terme dans lequel s'inscrit l'objet social de l'entreprise. Donc, en positif, on voit ce souci d'intégrer des enjeux de long terme, et puis, dans les commentaires faits par le gouvernement, ils disent bien que justement, l'intérêt social de la société doit primer sur les enjeux sociaux et environnementaux. Donc, on voit bien que comment ces enjeux sociaux et environnementaux, ils sont toujours considérés de façon complètement seconde. Et du coup, peut-être ça rejoint la deuxième question qu'on voit sur le... Oui, je vais la poser. Ouais. La RSE est aussi un mot piégeux. Faut-il parler d'éthique? Ben oui, alors précisément, alors après de quelle éthique aussi, de RSE, c'est vrai que nous, c'est ce que Swan vient de très bien expliquer, c'est pour nous le mot de RSE, il peut être compris de manière très très variée. Et donc, en fait, quand on parle de RSE, il faut vraiment se demander ce que les gens mettent sous le terme, si on est plutôt dans cette perspective justement philanthropique, managériale, d'impact ou citoyenne. Et en se demandant, et c'est là que la réflexion éthique prend toute sa place, se dire, moi j'aime bien parler de l'éthique comme un aiguillon qui permet de mettre à jour les tensions qui caractérisent toute activité humaine, finalement, quelle qu'elle soit, et d'essayer de regarder comment ces tensions peuvent être, alors sinon résolues, du moins avancées dans leur mise au jour et un peu la progression vers ce qui est défini justement dans une société comme étant un horizon souhaitable. Et on retrouve cette idée de bien commun. Alors, moi, j'ai aussi bien parlé de la perspective que Paul Ricoeur développait en parlant de la démarche éthique comme la recherche de la vie bonne avec et pour autrui dans des institutions justes. Et je crois que ce qui est intéressant à retenir, c'est ce lien entre recherche de la vie bonne, donc la question du bien commun, du buen vivir pour les latino-américains, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait de nos vies des vies désirables, voilà, où nous vivrions mieux ensemble, et puis ceci étant une démarche personnelle avec et pour autrui, et dans le cadre d'institutions justes, c'est vraiment ce souci d'institutions qui permettent, qui rendent possible la réalisation de ces projets personnels et collectifs. Et donc, institutions justes, se poser la question de savoir si nos institutions, et donc notamment nos entreprises, nous permettent ou pas de réaliser l'accord de Paris, de respecter les ODD avec l'accord de Paris, ce qui n'est pas une mince affaire et ce qui suppose sans doute de réviser assez profondément les modèles économiques, notamment en direction des populations, des classes moyennes et aisées de tous les pays. Et donc, voilà, tout ça, ça veut dire que c'est un programme très ambitieux et je pense que la notion d'éthique, elle a le mérite de pouvoir mettre au jour les tensions et de voir comment avancer en se laissant éclairer par des principes. Et que ça a des effets, évidemment, du point de vue de la réflexion politique. Merci beaucoup, Sylvain Renoir. Une question sur le lobbying. C'est vrai que, Swan Baumier, tu avais évoqué les ONG, par exemple françaises, qui travaillent en ce moment sur les questions de la loi Pacte. Et la question est la suivante, est-ce que les ONG sont-ils pas aussi des lobbies? Oui, alors là-dessus, c'est vrai qu'il y a une grande confusion qui est entretenue, on pense, aujourd'hui, à la suite notamment de la démission de Nicolas Hulot. On a entendu pas mal de responsables économiques et de membres du gouvernement expliquer que finalement les lobbies qui défendent les intérêts des entreprises ne sont en rien différents des ONG qui seraient elles aussi en train de défendre des intérêts face aux législateurs. Et là-dessus, il faut quand même se rendre compte que les intérêts défendus et la façon dont les intérêts sont défendus et les modes d'action des lobbies privés et des organisations non gouvernementales
associatives sont complètement différentes. Tout d'abord parce que un lobby d'une entreprise privée va défendre son intérêt propre. Et donc, par exemple, le lobby de l'industrie éolienne a comme but de faire en sorte que on puisse installer des éoliennes. Tandis que un collectif d'ONG, par exemple le réseau Action Climat, va se poser la question de la transition énergétique en poussant, par exemple, l'industrie éolienne à tel ou tel moment, dans telle ou telle condition, mais sans faire de la promotion du secteur éolien l'alpha et l'oméga de son action. On avait aussi le président du WWF qui disait assez justement que le WWF n'est pas financé par de riches pandas ou de riches flamants roses. Et donc là-dessus, ce qu'on peut se rendre compte, c'est que là où un lobby va défendre un intérêt qui est souvent en plus financier propre, avec des pratiques qui peuvent être plus ou moins transparentes, mais qui demeurent relativement opaques dans la plupart des cas, les ONG sont financées par des acteurs divers et notamment un certain nombre d'entre elles directement par les citoyens, mais ne vont jamais être rémunérées sur la base de leur efficacité ne vont pas retirer de bénéfices du passage de telle ou telle loi spécifique, et surtout les personnes qui la financent ne vont pas gagner nécessairement d'argent et ne vont pas voir leurs intérêts particuliers être mieux rémunérés ou défendus grâce à l'action des ONG. Donc on a vraiment un distinguo sur la façon dont ces deux, le lobbying des entreprises et le plaidoyer des ONG fonctionnent, avec aussi une grande différence qui est celle de la gouvernance des associations et le niveau de transparence que les associations portent, avec des messages et des attentes qui sont publics et qui donc ne répondent pas du tout aux mêmes critères de redevabilité vis-à-vis des citoyens. Donc je pense que là, c'est pas pour dire que le lobbying ne doit jamais avoir lieu, mais bien se rendre compte que le lobbying défend des intérêts selon des méthodologies avec un horizon qui est tout à fait différent de celui des ONG. Merci Swan Baumier. Une question également peut-être qui prend un peu plus de recul sur les enjeux socio-environnementaux des entreprises transnationales dans le contexte justement des chaînes de valeur qui sont de plus complexes, de plus en plus mondialisées. Selon vous, quels sont peut-être les principaux enjeux, les principales difficultés? Alors, c'est difficile de faire une liste parce que quand on dit climat, on se dit, en fait, il y a aussi la biodiversité, les enjeux de pollution aussi extrêmes, notamment des océans, mais avec les conséquences en matière de pêche et autres. Et de façon générale, on voit bien que les trajectoires sur lesquelles sont nos pays, et donc en lien avec quand même nos modèles de production, de consommation et d'échange, sont des trajectoires insoutenables au regard, je mentionnais l'accord de Paris sur le climat, et au regard de la préservation de la biodiversité et d'une qualité de vie pour les populations aujourd'hui et demain. Ce qui veut dire que les grands enjeux pour les entreprises, je pense que Swan l'a mentionné tout à l'heure vis-à-vis de la question du politique, c'est cette question du climat, donc l'empreinte carbone, mais on peut dire c'est tout autant l'accès à l'eau et donc la minimisation de l'usage de l'eau dans nos modèles économiques, la question des ressources minérales et de minerais qui sont en quantité finie, dont l'usage dispersif empêche le recyclage, par exemple, et on a tendance, quand on réfléchit aujourd'hui notamment aux effets de l'activité numérique sur l'avenir des populations, on minimise sans doute beaucoup le fait que toutes ces technologies sont basées, d'une part elles sont très polluantes, et en plus elles sont basées sur l'usage de minerais qui sont eux-mêmes de plus en plus difficiles à extraire, qui demandent des énergies fossiles pour être extraits, et en plus en lien avec des questions géopolitiques très importantes, puisque la Chine est détentrice, je crois, de la moitié des terres rares de la planète. Et là, on pense au livre récent de Guillaume Pitron sur cette question, la guerre des métaux rares, mais qui pose aussi toutes ces questions-là, à la fois la face polluée d'Internet, nouvelles technologies, et les enjeux géopolitiques qui vont avec. Ce qui veut dire que pour les entreprises, tout ça, ça a des effets très concrets, alors qui plus qui moins selon les secteurs industriels, mais je pense pour toute entreprise, en matière de donc climat, biodiversité, ressources minérales, eau,
Ça, c'est du point de vue des biens communs matériels. Et puis, ce qu'on évoquait sous l'angle de biens communs immatériels est lié aux questions sociales et politiques. Cette question de l'engagement citoyen, la capacité à ne pas nuire à des dynamiques dans lesquelles les populations se saisissent de leur avenir et sont pas juste victimes des dommages collatéraux ou directs d'ailleurs des entreprises. Et donc, cette question de la cohésion sociale, du lien social. Et ça rejoint aussi fil conducteur des travaux qu'on a menés, pour moi depuis un peu plus longtemps que Swan, c'est de se dire, voilà, c'est du bon sens, mais si une entreprise contribue à détériorer le lien social, il y a vraiment un problème. Donc on devrait mettre cette question-là comme un élément absolument décisif à côté des enjeux environnementaux, voilà, l'un et l'autre participant de cette recherche de modèles viables et équitables. Et alors, je vais peut-être répondre à une dernière question qui vient d'être posée avant qu'on passe à la présentation par Cécile Renoir du campus de la transition. Une question qui se demande si la garantie des enjeux sociaux et environnementaux se transférerait toujours plus vers les entreprises. Et là-dessus, je pense qu'il faut faire très attention à ne pas interpréter notre discours comme les entreprises nouvelles défenseurs du bien commun. Notre point n'est pas du tout de dire que ce sont les entreprises qui sont responsables de définir le bien commun. Notre point est de dire les entreprises doivent participer au bien commun et donc pour cela, elles doivent s'autoréguler de toute façon car elles ont un devoir moral à le faire. Mais surtout, on voit bien que l'autorégulation qui, depuis 40 ans, a été l'alpha et l'oméga des politiques de RSE, ne permet pas du tout de répondre aux grands enjeux du XXIe siècle, que ce soit donc les enjeux liés à un idéal démocratique à défendre. On le voit bien avec les attaques perpétrées par les entreprises transnationales contre la souveraineté des États, notamment dans le cadre des procédures d'arbitrage investisseurs-État. Et on voit bien, avec la crise du climat, la crise de la biodiversité, que les entreprises, l'autorégulation ne suffit pas à stopper les pollutions, les écocides et autres scandales qui font la une des journaux de façon assez régulière. Ce que l'on dit, c'est l'entreprise doit être soumise à un bien commun qui la dépasse, et pour cela, lorsque les États ne s'accordent pas sur des cadres normatifs nationaux ou internationaux, les entreprises ont un devoir de respecter les droits humains et de promouvoir le bien commun. Et c'est notamment tout ce qui est défendu à ce jour dans le traité qui est en cours de négociation à l'ONU. Mais surtout, les États et les citoyens c'est eux qui ont la responsabilité de définir un cadre normatif qui va venir définir un plancher social et environnemental de lois qui vont s'imposer aux entreprises. On se rend compte que si aujourd'hui on a une course au moins de 10 ans sociale et environnementale dans un certain nombre de pays, c'est bien parce qu'on n'a pas aujourd'hui un cadre juridique international et dans chaque pays au niveau national qui permettent aux entreprises de se développer de façon responsable car on a cette compétition accrue entre les acteurs. Et donc, ce qu'il faut se rendre compte, c'est bien que les entreprises doivent être redevables de leur activité et doivent être transparentes vis-à-vis des citoyens. Et c'est pour ça que ce sont les citoyens et les États qui, à la fin, ont la responsabilité de poser un certain nombre de cadres. Et c'est au sein de ces cadres que les entreprises doivent s'interroger sur leurs responsabilités, mais là où il n'y a pas de consensus international sur des traités contraignants, par exemple, c'est à l'entreprise de savoir s'autoréguler et inventer des nouveaux modèles et de nouvelles façons de travailler. Merci beaucoup, Swan Beaumier, pour avoir complété la réponse. Nous allons passer maintenant à la deuxième et dernière partie.